Bon après-midi. Je me réjouis de vous accueillir pour une nouvelle étape concernant les nouvelles infections, donc un aperçu sur la semaine passée. Il y a eu des nouvelles infections, donc elles grimpent. On était à 402 nouvelles infections par semaine, c'est monté à 684 en tout. Pour un nombre de tests considérablement plus élevé. La semaine dernière, on en avait 64 454 et cette semaine, on en a 994 031. Si on regarde le taux de positivité, ça veut dire la part des tests qui sont sortis comme étant positifs. Cette part est relativement stable. La semaine dernière, elle se trouvait à 0,85 en moyenne. Et pour cette passée, elle est à 0,08, donc légèrement plus élevée, mais une augmentation douce. La moyenne d'âge des nouveaux infectés est assez faible, 39,5 pour la semaine dernière, maintenant 35,5, donc quasi la même chose. La part de tests qui concernent les personnes symptomatiques, pas les personnes qui ont été contactées par le large-scale testing, mais les personnes qui ont fait le test parce qu'ils avaient des symptômes, c'est une part importante. 63% de la semaine d'avant et cette semaine 75%. Une certaine stabilité est à noter. Un paramètre que je trouve très important parce qu'il nous renseigne sur l'efficacité de notre service de tracing, c'est la proportion des nouvelles infections, donc des personnes déjà en quarantaine qui avaient déjà été identifiées. Donc cette moyenne augmente, on était à 43% et ça a monté cette semaine à 44%. Ce sont des personnes pour lesquelles on sait que ce sont des personnes qui ne peuvent plus propager le virus s'ils respectent la quarantaine. Donc on a cassé la chaîne de transmission, il faut le tenir en tête. Ce qui m'intéresse toujours aussi, nous avons ce grand nombre de tests, 94 031. Donc les large scale étaient plus ou moins 3/4. En revanche, uniquement 13% de ces tests-là, des personnes testées, sont positifs. C'est la même tendance que la semaine d'avant. Une grande part des cas symptomatiques sont symptomatiques. On en trouve également dans les large-scale testing et on redresse les contacts, bien entendu, mais il est intéressant de voir comment ça se répartit. Concernant les mesures qui sont en cours, la semaine dernière, nous avons isolé 875 personnes, donc des personnes qui ont été testés positifs et ont été mis en isolement par une ordonnance. C'était 566 la semaine d'avant, donc ça a augmenté. Pour la quarantaine, pareil. Le bilan précédent était à 1255 et pour cette semaine, on a passé la barre des 2000. 2175 personnes qui ont été mises en quarantaine par ordonnance. C'est également intéressant de voir les admissions dans les hôpitaux. Nous regardons ceci avec beaucoup de soucis. Il y a des activités sans que ce soit alarmant. Les nouvelles admissions qui sont importantes ont même légèrement chuté. Les nouvelles admissions étaient à 37 sur la semaine. Cette semaine, on a eu 34 nouvelles admissions. C'est un petit peu
inversé pour les soins intensifs. La semaine d'avant, c'était 3. Maintenant, on en a eu 5, donc 5 personnes en soins intensifs. Pour la moyenne âge du côté des hospitalisations, on est pour cette semaine à 57 ans, alors que la semaine dernière, c'était 59. Donc, vous voyez que c'est une moyenne âge qui est un peu plus faible que l'année dernière, au mois de mars, par exemple. Donc, c'est une tendance qui dit qu'il y a une population plus jeune qui est concernée par rapport au début de la pandémie. La moyenne âge des personnes testées positives se trouve à 35,5, je l'ai déjà dit, alors que les personnes qui se trouvent en quarantaine pour le moment, 3/4 des personnes se trouvent en dessous de 45 ans. Donc plutôt une population jeune. Je voulais encore vous faire vous expliquer un peu nos services qui ont été vraiment stimulés. On a 85 personnes qui travaillent pour le moment. Il y a également encore des personnes à la cloche d'or, des personnes qui s'occupent des demandes de rendez-vous pour les tests, les personnes qui ont été touchées par les restrictions ou par les conditions, donc, et les personnes qui ont besoin d'un test récent. Donc là, on a 7 personnes qui sont actives et on va les faire passer à 10 et on prépare 40 personnes de plus qui seront prêtes si nécessaire. Donc là, chez nous, il faut savoir, c'est un processus permanent. On identifie des personnes qui peuvent nous assister si besoin. Et on les forme et ils peuvent aussi remplacer les autres. Parce qu'il y a beaucoup de personnes dans ces services-là qui sont mobilisées dans d'autres administrations. Il y a également des bénévoles. Il y a donc un roulement et nous avons un processus permanent pour remplacer ou renforcer cette équipe. Des fois, les personnes doivent se reposer parce que c'est 7 jours sur 7 et ça fonctionne jusque tard le soir. Et ça ne va pas changer dans les semaines qui viennent avec le nombre de contacts qu'on dénombre pour le moment. Bref, bilan du service qui a été mis en place samedi pour pouvoir demander rapidement à court terme un test, surtout pour les personnes qui veulent faire le test parce que sinon ils ne peuvent pas partir en vacances, faute de test. On a eu 3000 demandes qui sont encore en suspens. En tout, on a donné 1388 codes. Donc, ce sont des cas qui ont été traités, des personnes qui ont reçu un rendez-vous. On a également eu 819 refus. Pourquoi des refus ? Parce qu'en partie, ce sont des personnes qui ont demandé des tests, qui vont dans des pays qui ne sont pas concernés par les tests, par les restrictions. Donc c'est vraiment une mesure qui concerne les personnes qui sont directement concernées par des pays qui demandent le test pour pouvoir y voyager. Donc c'est pour aider ces personnes rapidement. Et ce n'est pas en général pour les personnes qui voyagent. Il y a aussi certains refus qui sont motivés par le fait qu'il manque des pièces. Il faut que les gens puissent démontrer qu'il y a un voyage qui est planifié. Ça n'a pas toujours été le cas. Il y a beaucoup de gens qui voulaient faire un test de manière préventive. Et l'offre ne concerne pas ces personnes-là, mais uniquement les personnes qui ont un problème vraiment aigu dû aux nouvelles circonstances. Comme je vous l'ai dit, il y a toujours 3000 demandes en suspens. Il ne sera pas possible de satisfaire tout le monde. C'est premier arrivé, premier servi. On va faire de notre mieux dans les temps impartis, mais il y a certainement des personnes qui devront aller elles-mêmes auprès d'un laboratoire pour avoir un test au laboratoire. Tout n'a pas pu être couvert à court terme. Je remercie encore la Chambre du commerce. Ils nous ont aidés. Il y a des personnes, on a donné des codes à eux pour que certaines sociétés ont pu s'adresser à eux pour recevoir les codes.
Donc, on a eu une belle collaboration de ce côté-là et ça nous a permis de traiter davantage de demandes. Ce service peut être réservé jusqu'à fin du mois et demain, dans le Conseil de gouvernement, on va décider jusque quand ce service va continuer de fonctionner et dans quelle forme. C'est une mesure qui a été prise dans l'agence, dans l'urgence, vous le savez, parce qu'on a été surpris par l'augmentation rapide des chiffres et les conséquences sur certains déplacements. Je veux aussi prendre l'opportunité pour parler de la typologie des nouvelles infections. Quand on parle de clusters, ce sont des foyers d'infection. Je vais vous expliquer ce qu'on comprend par ça. Donc, c'est un foyer d'infection. Qu'est-ce que c'est? Notre directive est la suivante. Donc, on parle de ce terme-là quand on a plus que 3 personnes qui se sont infectées sur un endroit quasi en même temps. Donc ça, ce sont les directives qui comptent. C'est dans ce genre de contexte, plus que 3 personnes, 7 jours au même endroit. Pour le moment, nous avons 333 foyers d'infection identifiés. C'est encore possible de le gérer encore pour le moment. Ces foyers d'infection commencent à partir de 3 personnes jusqu'à 16. Donc c'est gérable. Et on a identifié différentes catégories. Je vais vous donner un aperçu. Sur les 33 foyers, il y en a 12 qui concernent les lycées ou les écoles, qui sont actives encore, 5 dans le domaine de la santé et des soins. Il y a aussi 3 maisons de soins parmi ces foyers où on a identifié 11 personnes. Il y a un foyer dans le domaine des sports, une habitation où beaucoup de gens habitent au même endroit, avec des colocations ou cohabitations. Donc, il y en a une sur lesquelles on travaille, où ces critères sont d'application. Dans le domaine de l'ORESCA, on a 3 foyers. Dans le commerce, un foyer. Dans la construction, 6. Et dans l'industrie, 1 et 3 dans le service des nettoyages et des services. Vous voyez, c'est largement réparti. Et c'est toujours gérable, ce qui est bien pour nous. On a un bon aperçu et c'est tangible. On a pu voir qui est concerné. Quelle est la raison? De quelle manière les gens se contaminent? C'est toujours la même chose. C'est toujours le fait que les gestes barrières ne sont pas tout à fait intégrés. On le voit toujours beaucoup dans le privé. On a fait un calcul. Il y a 25% qui s'infectent dans l'environnement de la famille, mais aussi dans l'environnement du travail. Mais le principe est le même, même dans différents contextes. Il y a des gens qui se mettent ensemble à l'heure de midi pour déjeuner. Ils respectent les gestes barrières pendant la journée, mais pas pendant le lunch. On le voit aussi quand beaucoup de gens voyagent ensemble. Ils ne mettent pas toujours le masque. Donc c'est toujours dans le contexte de rassemblement, même petit. Et ça va de petits déjeuners jusqu'à des soirées plus importantes. C'est là qu'on va concentrer nos efforts avec les campagnes de sensibilisation pour être sûr d'arriver à atteindre tout le monde, à la fois dans les sociétés et dans le grand public. On veut faire comprendre aux personnes que ces gestes barrières
ont une raison. Il faut éviter que le virus se transmette d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de différence si ça se passe au travail, pendant les loisirs, en vacances, à Luxembourg ou à l'étranger. Il y a juste une seule manière de propager le virus d'une personne à l'autre et on ne peut l'endiguer uniquement si on comprend le tout sur toute la ligne et qu'on applique ces directives, ces principes tant que le virus subsiste. Voilà de mon côté. Encore une information, on va avoir une réunion aujourd'hui avec l'UEL, l'Union des entreprises, pour voir avec eux comment procéder dans le domaine du travail, comment mieux sensibiliser les personnes. On va donc voir l'approche de sensibilisation. Peut-être qu'on va viser des secteurs plus spécifiques. On va avoir une communication plus diversifiée dans les communes aussi, pas un seul dépliant pour tout le monde, mais on va voir avec les différents acteurs comment on peut illustrer le respect des gestes barrières. Et dans ce sens, nous voyons ensemble avec l'Union des entreprises. Je suis prête pour vos questions. RTL, je souhaite vous demander, vous avez parlé de ces clusters, de ces foyers. Vous parlez de 3 à 16 personnes pour ces foyers, mais si on met tout ensemble, alors on a un maximum de 400 personnes, donc la plupart des infections ne sont pas dans les foyers. Est-ce qu'on pourrait penser à une catégorisation comme Israël, où on voit les pourcentages? En Israël, c'était aussi dans les écoles, lors d'événements, dans les églises, etc. Est-ce qu'on a une répartition plus précise pour voir où se trouve le risque? On travaille sur un schéma plus précis. Ça va durer encore. Je pense que l'un de vos collègues nous avait donné une piste différente sur laquelle on travaille. On va en tout cas regarder comment ils font la répartition. Ici, on a beaucoup de petits chiffres de cas individuels. Il faut voir à partir de quand il y a une masse critique pour qu'on puisse établir une catégorisation. Mais on va certainement regarder si le modèle semble intéressant. Mais avec cette nouvelle vague, on a été un petit peu surpris. Et cette typologie, on y travaille, on regarde encore comment faire en sorte d'avancer. Peut-être qu'on aura déjà des résultats la semaine prochaine. Dans les lycées, dans les écoles, il y en a beaucoup, mais vous avez aussi dit que c'est souvent à des soirées privées. Oui, dans le contexte privé, c'est là qu'il y a les infections, d'après le feedback qu'on reçoit oralement des personnes qui sont interrogées. Et on fait en sorte de mettre sur pied une typologie qui fasse du sens. Encore une question. Pour les prévisions de la task force, ils disent que les hôpitaux risquent d'être submergés au mois d'août. Comment le voyez-vous au ministère? Vous n'avez plus tellement d'options de faire du confinement. On essaie de regarder les choses de manière factuelle. Les hôpitaux représentent un indicateur. On regarde l'évolution à ce niveau. Et chaque fois, on fait la comparaison avec la semaine d'avant et on voit comment ça se passe. Point de vue moyenne d'âge, on n'a pas vraiment énormément de personnes dans les hôpitaux. Si c'était passé comme au mois de mars, les hôpitaux auraient eu plus de patients. Donc, vous voyez, maintenant, on sensibilise depuis que les chiffres augmentent. Les gens deviennent attentifs au virus et on peut toujours partir du principe qu'on peut endiguer cette vague, c'est réaliste. Il y a une certaine probabilité, vous savez, de tel chiffre à tel chiffre, et nous sommes confiants de penser qu'on ait atteint le sommet et que ça va descendre. Donc les courbes qu'on a vues auprès de la task force, vous ne pensez pas que ça va arriver? Est-ce qu'ils exagèrent?
Le rappel est que nous sommes dans une situation critique et c'est bien le cas. On ne sait pas ce qui est en route. C'est ce qui caractérise ce virus. Nous voyons ce qui se reflète dans les infections, dans les hôpitaux. Nous savons ce qui s'est passé avant et il est difficile de faire une estimation pour l'avenir. Eux aussi disent qu'on ne peut pas se fixer, ça peut évoluer dans les deux directions et on prend des mesures pour pouvoir endiguer les risques dont ils parlent, qu'ils soulèvent. Et je pense que grâce à la sensibilisation, on peut avoir un impact réel. Parce que là, on comprend que les gestes barrières ne sont pas tout à fait compris. Donc, on doit faire en sorte que ce soit compris et on utilise tous les moyens dont on dispose pour avoir un impact. Enfin, en tout cas, essayer, c'est la bonne voie. Maintenant, si ça devait aller dans une autre direction, il va falloir s'adapter. Mais pour le moment, je pense que c'est un pas qui fait du sens. Le Tagblatt, je souhaite demander, vous parlez de 85 personnes du tracing, on engage encore davantage. Vous avez dit dimanche dernier que les officiers de police judiciaire vont être recrutés. Qu'est-ce que font les personnes là exactement? Vous pouvez nous détailler? Parce que je pense que c'est une question que beaucoup de gens ont. Comment est-ce que ces gens travaillent? Principalement, il y a beaucoup de différentes démarches. Les informations viennent chez nous. S'il y a un cas positif qu'on reçoit par les laboratoires, il y a une première ligne qui prend contact avec les cas positifs pour faire une évaluation sur le déroulement du virus. On établit des listes de contacts. Une deuxième équipe se met alors à faire les appels téléphoniques pour contacter les personnes qui ont été identifiées comme étant des contacts. Et en fin de journée, les informations recueillies sont saisies afin qu'on puisse faire le lien avec les foyers d'infection. Donc il y a différents pas. Le premier contact avec la personne infectée, c'est là qu'on essaie vraiment d'utiliser des personnes qui sont de la profession, qui s'y connaissent pour pouvoir faire une évaluation correcte et pouvoir identifier où se trouve le foyer d'infection et comment définir le cluster. C'est un service très complexe et je pense qu'il faudrait faire un reportage chez eux pour voir le détail parce que c'est difficile de le dire en 3 phrases. Les personnes qui sont toujours en quarantaine ou en isolement, elles doivent y rester. Et il y a des contrôles qui sont faits. Est-ce alors les agents de la santé qui peuvent prononcer des amendes ou est-ce que c'est juste la police? Vous parlez des nouvelles mesures, oui, auxquelles on a fait allusion. Oui, les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé sont en contact. Et là, si on voit qu'il y a des personnes qui ne répondent pas au téléphone, alors on a une brigade qui va sur place pour voir. Et alors on constate, par exemple, que la personne n'est pas à la maison. On attend, on voit, par exemple, on voit que les personnes ont été au travail au lieu de rester en quarantaine. Et si jamais la loi est votée comme on le souhaite, alors à ce moment-là, il y a des amendes qui seront données par la police, par le déroulement normal, avec un procès verbal qui va venir chez moi pour que ce soit une amende. Les sanctions à Luxembourg sont relativement faibles par rapport à d'autres pays. Il y en a même où il y a des sanctions de prison, 2 ans de prison. C'est exagéré, bien entendu. Que pensez-vous faire dans ce domaine? Là, j'entends de tout, pardon. Il y a des personnes qui disent il y en a, c'est très sévère, d'autres disent ce n'est pas assez sévère. Il y en a qui ont déjà dû payer 8 000 euros, par exemple les sociétés. Mais je parle des personnes privées, des journalistes. C'est la fourchette qu'on a mis au point maintenant. Les gens savent qu'ils doivent payer une telle amende.
Et je pense qu'il ne faut pas vraiment aller plus haut, sauf si on voit à l'avenir que ça ne donne rien. Mais vous savez, il y a des gens pendant un certain temps qui ne sont pas contrevenus à ces mesures. C'est que maintenant que c'est devenu nécessaire. Et on voit que si on met une sanction, alors ça aide. Mais si on voit que ça ne raisonne pas les personnes, on peut toujours voir s'il est nécessaire d'augmenter les amendes. Merci. Radio 100,7, 2 questions par rapport aux hôpitaux. Quel est le système d'après lequel les médecins travaillent pour une deuxième vague? Nous allons continuer d'après le même modèle qui existe maintenant. Pour ce qui est des hôpitaux, ils ont défini des paliers pour la prise en charge des patients Covid, dans la mesure où ces paliers sont plus courts pour que les activités normales peuvent continuer et les patients du Covid seront traités de manière parallèle. C'est nécessaire, en fonction des besoins, il peut y avoir plus de personnes. Donc il est prévu de faire davantage de communication par rapport au domaine de la santé la semaine prochaine. Mais pour ce que je vois maintenant, je pense que la démarche reste la même. On avait ces lignes de garde pour les maisons de soins. Ça, c'est différent. On a fait une bonne expérience auparavant. Mais pour le reste, je pense que je vous demande d'attendre la semaine prochaine où on vous donnera vraiment un topo complet sur la situation de la santé. Encore une question. Il faut davantage de personnel. Est-ce que vous avez déjà parlé de ça? On est en plein dans les négociations et j'attends de les conclure pour en parler. Il y aura davantage de personnel. On a donné notre accord, mais pour les détails, il faut encore continuer les négociations qui ont duré déjà quelques semaines. On peaufine pour le moment. On vous a interrogé déjà sur est-ce que le système de santé sera surchargé fin août. Est-ce qu'en parallèle, comme l'a dit Monsieur Schmitt, le directeur de la santé, est-ce qu'il y a un risque de saturation du système des tests avec une surcharge des labos? Il y a toujours un risque. On ne sait pas aujourd'hui ce qui va exister demain. On maîtrise la situation. Il y avait un petit moment où on était plus alarmé. C'est quand il y en avait 160 et des nouvelles infections où on a engagé davantage de personnes. On avait l'impression de ne plus savoir gérer, mais maintenant on a de nouveau la situation bien en main. Mais on ne peut pas exclure une évolution. Vous savez aussi dans les laboratoires, il y a eu des goulots d'étranglement pendant certains week-ends. C'est une situation très inquiétante, on le sait, même si on maîtrise la situation. S'il y a des tests, il faut également que les laboratoires aient la possibilité de suivre. Tout le système ne peut fonctionner que si toute la chaîne de services fonctionne. Il faut rapidement avoir les résultats du test, rapide tracing des contacts, une mise en isolement rapide aussi. C'est un défi, mais il y a une petite routine qui s'installe et donc restaffe les différents services. C'était concernant le tracing. Je crois que c'était encore une déclaration de M. Schmitt qui disait que
Actuellement, il était difficile pour l'inspection sanitaire de réaliser le tracing et que 60 nouvelles infections par jour était la limite. Donc, que faire face à cette situation? Est-ce qu'il faut encourager les personnes infectées à faire une prise en main manuelle du traçage, ou est-ce qu'il faut mettre en place une application? Enfin, je sais que le gouvernement est opposé, mais qu'en parallèle, il y a une application de traçage allemande qui a été activée au Luxembourg. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Ce dont vous parlez, c'était la situation d'il y a une semaine où il y avait du stress dans notre service. Ça s'est résorbé entre-temps. On a bien entendu un plan B si vraiment la situation devrait être très aiguë. Mais on n'y est pas encore. À un moment, on pensait activer ce plan, mais ça n'a pas encore été le cas. Nous maîtrisons la situation. Pour ce qui est des chiffres, vous savez, on est content d'être en dessous de 60 pour mieux gérer, mais tout dépend du nombre de contacts. Ce n'est pas seulement le nombre des nouvelles infections. Je sais que vous voudriez avoir un chiffre, mais c'est pas si facile que ça. Ça dépend de tout ce qui se passe autour de la personne infectée. Il y a eu des jours où il y a eu plus de 100 nouvelles infections et où on a bien cadré la situation. Mais il y a une grande inconnue, évidemment. Si il devait y avoir beaucoup d'infections avec des personnes qui ont énormément de contacts, alors ce sera plus difficile à gérer. Donc tout dépend de la situation réelle. Il est très difficile de fixer une limite. Bien sûr, il y a une limite matérielle quelque part. S'il devait y avoir des milliers de contacts, il y aurait une limite, évidemment. Et même une application ne pourrait pas remplacer tout ça. Une application de tracing, si ça devait se faire, c'est la seule sur laquelle on travaille, qu'on pourrait éventuellement activer, mais ça ne remplacerait jamais le service dont nous disposons aujourd'hui. Parce qu'ici, il y a une personne qui fait la démarche, la personne dit dans une application, la personne doit faire la démarche, alors que maintenant, on arrive à toucher les personnes de manière différente et de manière plus efficace. Donc ce n'est pas une chose ou l'autre. Le service qui est actuellement en place, on va encore le renforcer. On va mettre en place une nouvelle ligne qui est en formation pour le moment. Mais c'est nouveau pour nous, évidemment. Hein. C'est la première fois qu'on a ce genre de challenge et on surveille l'efficacité. Et finalement, on saura jusqu'où on peut aller une fois que la crise sera passée. Parce que vous avez dit que finalement on en saura plus la semaine prochaine par rapport au système de santé. Est-ce que vous savez déjà aujourd'hui si des centres de soins avancés vont rouvrir? Enfin, c'est peut-être pas encore d'actualité. Aujourd'hui, ce n'est pas encore prévu, mais je l'ai déjà dit, c'est mis en place. Si ça devait devenir nécessaire, ce sera vite mis en place. Donc ça fait partie de tout l'écosystème que nous mettons en place. On a pu vraiment gérer beaucoup de personnes qui n'étaient pas aux urgences normales. Mais pour le moment, ce n'est plus nécessaire. Mais s'il le faut, ça va vite être mis en place. Donc la Suisse a placé le Luxembourg comme un pays à risque. Quelle est votre réaction? C'était prévisible. Les différents pays ont différents critères. Ces critères existaient déjà avant et on les connaissait avant qu'on ait notre situation. Et tant que les pays ne regardent que le nombre de nouvelles infections, ça pose un problème. Mais nous sommes toujours d'avis que ce n'est pas le seul critère qu'on doit prendre en considération.
Mais il y a des pays qui n'ont que ça comme critère, donc on est tributaire de leur perception. On peut juste souligner que nos différents taux, comme le taux de mortalité, est faible, mais la Suisse a une directive qui dit quand il faut mettre un pays sur cette liste, et nous en faisons partie maintenant. Luxembourg-Galant, j'ai lu l'appel d'offres pour la deuxième phase du large-scale testing. On remarque qu'il y aura beaucoup de souscriptions, il y aura beaucoup d'outsourcing jusqu'à la gouvernance de l'action de test. Pourquoi il faut outsourcer tant que ça? Parce que c'est un projet immense qui ne cadre pas avec l'activité courante d'un ministère. Au départ, on avait également outsourcé pas mal de parties. C'est une situation exceptionnelle, il faut des solutions exceptionnelles. On ne peut pas, sur la durée, utiliser les fonctionnaires d'État. Donc c'est une chose vraiment normale de pouvoir donner ces projets à des professionnels. Ce sont des projets très importants qui coûtent très très cher. Donc là, rien en interne, on sera déjà très occupé rien qu'avec le pilotage du projet. On parle de 2 semaines qu'il faut pour que les gens puissent réagir à l'appel d'offres. Si le projet est si complexe, comme vous le dites, alors est-ce que ça s'adresse à des personnes autres que les actifs? Oui, on a déjà pas mal de retours, même de l'étranger. Pour la liste de la première phase, on cherchait des personnes bon marché. On a cherché des personnes qui avaient des salaires très bas. Maintenant, pour ce qui va venir, on veut donc passer à la moitié de tests à long terme. Mais je pense qu'il faut toujours beaucoup de personnel. Donc, quel type de personnel recherchez-vous? Le critère du personnel est tout à fait défini. Il faut que ce soit des personnes qui sont qualifiées. On a un marché libre, mais c'est clair que les personnes qui font les tests ici, c'est des personnes qui doivent être accréditées dans ce pays pour faire ce genre de travail. Mais il n'y a pas de convention collective ou quelque chose dans ce style-là. C'est le marché libre. Ce n'est pas les hôpitaux qui font ça. Je ne vois guère une convention collective. Il y a des laboratoires et c'est à eux qui créent leur cadre qui va être d'application pour eux dans ce pays. Quotidien, une question de détail. Je me demande depuis dimanche les nouveaux amendements. Est-ce qu'on se tient toujours à 10 personnes ou est-ce qu'on peut dépasser ce chiffre dans le privé? Ou est-ce que c'est plus 10 également? Il y a 2 règles différentes. Il y a d'abord une restriction dans le privé qu'on avait dans une première phase, dans l'état de crise, où à la maison c'était limité. Donc ça, c'est le ménage plus 10 personnes, 10 visiteurs. Et ça, c'est une chose dans le privé. L'autre règle, c'est le déroulement pour les rassemblements. On a fait maintenant des règles à partir de 20. Là, il fallait s'asseoir, respecter la distance. Là, on descend le seuil à 10. Donc, il faut respecter le cadre à partir de 10. Donc, ce sont 2 choses différentes. D'une part, on est à des rassemblements, c'est à partir de 10.
Et dans le privé, il y a cette nouvelle règle où le nombre de personnes invitées est plafonné. Donc c'est simplement limitation à 10 personnes, oui. Et nous pensons qu'il ne faut pas toujours aller aux limites, il faut respecter les règles de la distanciation partout. Je le dis et je le redis. Le but, ce n'est pas de faire toujours le maximum de ce qui est permis. Il faut peut-être se poser la question, comment puis-je inviter des gens tout en leur offrant un cadre sécurisé pour que l'un ne soit pas sur l'autre. Donc là, autant garder le chiffre au minimum. Et voilà, on n'a que la limite, le plafond. Et voilà. Donc, plus 10, c'est uniquement pour les rassemblements en dehors du secteur privé. C'est bien ça. Oui. Reporter, pas élu. Une question de compréhension par rapport aux écoles en tant que cluster. Est-ce qu'il y a une infection dans les écoles entre les personnes du cluster ou est-ce que c'est uniquement parce qu'il y avait des contacts? Nous parlons d'un foyer d'infection ou d'un cluster quand il y a plus de 3 personnes. Dans une classe, par exemple, si dans une classe, il y a plus de 3 enfants sur une durée de 7 jours qui sont infectés, alors on caractérise ceci comme étant un petit foyer dans l'école. Mais ça peut être des enfants qui ont été infectés à la maison ou ailleurs. C'est une définition quantitative. On voulait dire ce qu'on entend par là. Quand est-ce que c'est un foyer? Quand c'est les chiffres qu'on a dit. Minimum 3 personnes, c'est là qu'on parle d'un potentiel foyer. Deuxième question. Dans la Chambre, il y avait pas mal de discussions que les différentes fractions n'avaient pas suffisamment de renseignements, d'informations. Vous avez transmis une série d'informations. Comment se passe la collaboration avec les partis? Parce que vous devez avoir leur collaboration pour pouvoir passer les lois. On leur a transmis un certain nombre d'informations qui sont devenues disponibles. Avant, la communication s'est faite oralement. On ne peut pas partager les informations qu'on n'a pas. Les informations de l'université sont disponibles publiquement. Maintenant, on l'envoie par mail à la Chambre. Et pour le reste, je pense qu'il y a une grande satisfaction. J'ai le sentiment que tout le bloc d'informations qui a été donné à la Chambre avec des modélisations mises à jour, les informations qui sont données à la presse également, sont satisfaisantes. Dernière question. On parle de 13% de cas qui proviennent des tests à grande échelle. Combien qu'il y en a qui s'ajoutent pour le tracing des cas positifs? En moyenne, je pense que c'est 2 à 3 qui se rajoutent par le tracing. C'est une moyenne assez générale et nous la calculons par rapport au contact que les personnes ont. Mais c'est considérable de toute manière. Il ne s'agit pas seulement des personnes infectées, mais des personnes qu'on peut identifier à partir des personnes positives. Et on arrive à un chiffre plus élevé. Et ces personnes, il faut les écarter de manière préventive et de cette manière rompre la chaîne d'infection. Le vote. Question concernant la phase intermédiaire. Il y a plus au mois d'août, donc
ce ne sera plus du testing à large échelle. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Est-ce que les personnes seront contactées par courrier ou qu'est-ce qui se passera? Il n'y a pas vraiment un trou, vous savez. Il y a une première phase, on va évaluer. On a une stratégie de test qui est toujours en parallèle. Nous avons nos capacités de test normales pour laquelle nous travaillons ensemble avec tous les laboratoires, et ça se poursuit pendant tout l'été avec les priorités que nous nous donnons. Le site est de nouveau activé. Ça continue pour les rendez-vous. On passe petit à petit aux 4 axes par notre stratégie de test normale. On regarde maintenant quels sont les secteurs, les entreprises. Donc on va définir avec l'UL s'il faudra tester certaines sociétés de manière plus systématique. Donc on pourra continuer ce testing en poursuivant notre politique qu'on a eue jusqu'à présent. Il y a ce mode d'inscription qu'on a. Il y a eu peut-être cette impression qu'il y a eu un trou, mais ce n'est pas le cas. La stratégie de test se poursuit, mais on va unir cette capacité de testing qui est passée par la recherche. Donc ça va faire partie intégrante de notre stratégie de test. Et il y a déjà nos 4 axes qui existent. On a la possibilité de tester rapidement à des endroits bien définis si nécessaire. C'est comme on l'a fait maintenant. On a eu cette flexibilité de pouvoir tester des gens qui en avaient besoin pour les vacances rapidement. Et en fonction des configurations qui existeront, on va ajuster. On avait prévu au départ d'utiliser l'été pour faire l'évaluation. Et maintenant, on continue pour avoir une capacité fluide tout au long de l'été. Donc les gens vont toujours être invités, oui. Deuxième question. Dimanche, le Conseil de gouvernement avait invité des experts pour faire le point de la situation. Qui exactement était présent et quels étaient les principaux points discutés? C'est les modélisations de l'université, on voulait bien les comprendre. Les personnes de nos services étaient là pour faire les rapports. Les personnes du terrain nous ont informés. Donc nous avons eu une image de la situation, aussi pour les hôpitaux, bien sûr. RTL, encore une petite question concernant la quarantaine. Si des privés ne respectent pas la quarantaine, quelles sanctions faut-il s'attendre? On prévoit une amende. Je ne connais plus le chiffre. Je pense que c'est jusqu'à 450, mais je suis plus sûre. Ça sera encore précisé une fois que la loi sera à la Chambre. C'est la même amende administrative qui est déjà prévue maintenant. Par exemple, si l'obligation de s'asseoir n'est pas respectée en public. C'est la même amende, ce n'est pas une amende différente. Letzebuerland, vous avez parlé du pourcentage de personnes qui ont été testées positives dans les tests à grande échelle et les personnes qui ont déjà été mises en quarantaine. Par curiosité, si ces personnes sont déjà en quarantaine, alors comment ça se passe? Alors, est-ce qu'ils peuvent quitter la maison ou... Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui nous contactent. Nous avons nos équipes qui se rendent auprès des personnes pour faire les tests. Je ne me suis pas vraiment posé cette question. Je sais qu'il y a des personnes qui sont en quarantaine qui nous contactent pour savoir comment faire.
Mais je ne sais pas si c'est un risque. On pourrait effectivement dire aux gens que s'ils ont des questions, ils doivent nous appeler. Et hier, lors du débat à la Chambre, un député de l'opposition a demandé comment c'était possible qu'il y a des gens qui ont reçu un test. Et là, c'était marqué dessus que le test n'était pas accrédité. Je n'avais pas répondu. Si, j'ai répondu ce matin. Il y a une formule. Vous savez, pour le large scale testing, c'est pas un diagnostic. Il faut toujours un deuxième test pour confirmer le diagnostic. Il y a une formule. Et cette formule ne peut être utilisée que pour les résultats du test à large échelle. RTL, pour ce qui est de la question précédente concernant les discussions avec les médecins, qu'est-ce qui est exactement sur la table? De combien de médecins parle-t-on? De combien de personnel? Et quels sont les détails? Vous avez dit que vous allez voir les détails. Quels sont les détails? On était en train de mettre sur pied une ligne de répartition pour avoir un consensus clair. Nous sommes dans cette phase de Covid et il faut que le Covid, le patient peut se voir un petit peu surgir partout et il faut utiliser une même logique dans les différentes structures et voir ce que ça a comme répercussion. Dans une première phase, on a bien compris le besoin et maintenant on essaye de mettre en place cette clé pour quantifier. Et où est-ce que vous pourriez trouver davantage de médecins si c'était nécessaire? Prendriez-vous des généralistes, des spécialistes pour faire le travail des généralistes, par exemple? Il faut d'abord définir ce qu'il faut, quelle est l'enveloppe financière qu'on va leur donner. Peut-être qu'on engagera du personnel ou on augmentera les tâches des personnes. Ça, c'est au cas par cas dans les hôpitaux. C'est fait en interne en fonction des besoins. Et nous essayons de mettre sur pied une ligne uniforme. Il faudra quantifier et financer. C'est assez complexe, mais on avance. Je parle encore du tracing. Le Parti pirate, ils parlaient des réseaux sociaux. Apparemment, vous étiez fâché. Est-ce que vous étiez fâché que le directeur de la santé avait dit qu'il y avait des limites? Je n'étais pas fâchée. Je me suis souciée. Tout le monde a eu des soucis. Il y a eu quelques jours où nous ne savions pas où aller. On n'a pas une boule de cristal et si du jour au lendemain les chiffres augmentent de 40 à 160, alors c'est normal qu'on se fasse des soucis. Je peux très bien comprendre que pour le directeur, ça puisse aussi être un challenge. Non, je suis pas fâchée qu'il ait dit. Hier, j'ai rectifié les choses. C'est vrai qu'on était la tête dans le guidon et maintenant on a réengagé du personnel. Donc ça, c'est vraiment une situation telle qu'elle s'est passée. Et maintenant, c'est beaucoup plus... la situation est beaucoup plus calme et on ne se cache pas qu'on s'est fait des soucis. Il y avait une situation qui était alarmante. Et donc, il faut assimiler cette situation et si ça se passe bien, on est calme après. Donc, est-ce qu'il ne fallait pas le dire? Non, nous ne fonctionnons pas de cette manière, ne vous inquiétez pas. Radio 100,7. Quant au vaccin, où est-ce qu'on en est?
on a défini nos besoins et nous nous espérons pouvoir avoir les quantités nécessaires. Tous les pays sont inquiets et je pense que tous les pays d'Europe essayent de faire en sorte de pouvoir s'approvisionner. Il n'y a encore pas de nouveaux points dans ce domaine, non. Le quotidien. La semaine dernière, donc, vous avez publié cette carte avec les cantons. Il y a eu des critiques. Est-ce que cette carte va être publiée toutes les semaines? Est-ce que vous affinez certaines choses? Quelle est la stratégie pour la suite? C'est distribué, c'est mis à jour par canton toutes les semaines. Merci.